Le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, c'est le retour de la bye week. On est là pour le numéro 2 et deuxième épisode de ce nouveau concept d'interview. Et qui dit interview dit invité. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Nicolas. Salut Nico. Salut Jérôme, comment ça va? Écoute, ça va très bien. D'abord, je vais commencer par te remercier d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir aussi. Et puis, je vais, te laisser te présenter puisque tu as plusieurs casquettes. Ouais, plusieurs casquettes, on peut le dire. Moi, bon, à la base, je suis co-rédacteur en chef du site Trash Talk, donc qui traite de l'actu NBA tous les jours que vous connaissez sans doute. Et donc ça, c'est un peu ma casquette principale, si je puis dire. Mais je contribue aussi donc sur Touchdown Actu, qui est donc le site numéro un, je pense, de la NFL en On peut le France. dire. Donc, qui traite de l'actualité NFL sous différentes formes. Et puis, comme vous pouvez peut-être le voir juste derrière, je viens de sortir mon Magnifique. premier livre, donc les Eatles, le Brown, Wade et Bosch, le trio qui a bouleversé la NBA. Donc, c'est sorti il y a 3 semaines. Donc, voilà, c'est une petite fierté pour moi. Et voilà quoi. Ouais, félicitations. On reviendra dessus, mais quel travail que d'écrire un livre pour être, quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Je suis jamais allé jusqu'à écrire un livre, mais j'imagine la quantité de travail. Ça t'a pris combien de temps? J'ai bossé dessus quand même 2 ans, Ouais, énorme. donc en marge de ce que je fais sur Trash Talk tous les jours. Donc ouais, c'est un gros boulot évidemment, hein, mais il y a des hauts et des bas, mais voilà, quand on voit le bout, voilà, c'est toujours un bel accomplissement, je pense. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, ou qui nous regardent, vous l'avez compris, il y a quand même la casquette, TDA qui fait le lien avec ce que nous on fait et puis, un peu comme avec Julie que j'avais invitée lors de la première interview, j'aime beaucoup faire des passerelles entre les différents sports américains. Ça tombe encore sur de la NBA, parce que oui, de base, je suis un gros fan de NBA, donc forcément un peu influencé. Puis j'ai moins de légitimité aussi pour parler baseball ou hockey sur glace, qui sont des sports que je maîtrise beaucoup moins bien. Voilà. Comme pour la première édition, si vous en rappelez pas, je vais rappeler le format. On va faire une première partie où on va découvrir Nicolas sous le prisme du sport, donc des petites questions sympas, toutes liées au sport, pour apprendre à faire un peu plus connaissance. Puis on passera sur des questions plus liées à ton activité, ton secteur, des avis en général, voilà. Donc on part pour un voyage qui devrait durer 45 minutes à peu près. Allez, let's go alors, c'est parti. Allez, j'entame avec ma première question et forcément, en tant que nouvel écrivain, j'étais obligé de te demander quel était le premier livre de sport que tu avais lu? Le premier livre de sport. Ah, pas simple, hein, on fait appel aux souvenirs ici. Ouais. Alors, peut-être que je pense que le premier livre peut-être de basket que j'ai pu lire avant vraiment de me lancer dedans, c'est le livre de Phil Jackson, Eleven Rings. Ouais, Donc, c'est l'un des premiers que j'ai lu vraiment sur le basket et enfin dans cette forme-là en fait, de livres un peu sur, voilà, un peu biographique, etc. quoi. Donc ça c'est un livre qui m'avait pas mal marqué. Et puis ensuite, bon, il y en a eu évidemment beaucoup d'autres, mais ouais, Eleven Rings, je l'avais eu, c'était un cadeau qu'on m'avait fait, je crois que c'était pour un anniversaire ou pour Noël, je sais plus, mais du coup ça m'a mis un peu, ça m'a donné l'envie en fait un peu de me lancer dans les livres de basket, etc. Donc ensuite j'en ai lu plein d'autres et puis au final, je me suis dit pourquoi pas en écrire un, quoi. tu toujours été un gros lecteur en général ou vraiment c'est Ah, les pas livres tant de que ça. basket? Ouais, OK. Pas tant que ça à la base finalement. Et en fait, c'est plus la passion pour la NBA qui m'a amené vers la lecture que la passion de la lecture pour la NBA en fait, Ouais, dans l'autre d'accord. sens. Donc en fait, c'était vraiment parce que je voulais, voilà,
je voulais en savoir plus sur certains sujets, certains thèmes, et cetera. Donc, les livres, évidemment, c'est une superbe source de connaissances, quoi. Donc, en plus de tous les articles, et cetera, qu'on peut lire, ben, les livres, ouais, ça apporte un peu quelque chose de différent, quoi. OK, OK. Bah, je reste sur mes questions lecture, même si je l'avais pas prévu. Je suis assez curieux, d'avoir tes recommandations. Justement, quel serait le livre de sport que ou de basket, hein, peu importe, que tu recommanderais à quelqu'un, une histoire qui t'a marqué, qui a été bien racontée, qui en plus du tien, bien sûr? Moi, l'un des livres qui m'a marqué, bon, il est en anglais, je crois qu'il a pas été traduit, donc faut avoir quelques notions d'anglais quand même. Mais c'est le livre sur la dynastie Lakers, Shaq et Kobe, de Jeff Pearlman. OK, Donc c'est Three Ring Circus. Il est sorti il y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il est sorti en 2020 et qui revient du coup un peu sur la période Lakers de 96 à 2004 du coup, ouais, et qui est super bien raconté. Il y a plein d'anecdotes. Puis en plus, évidemment, Shaq et Kobe, c'était quand même deux, trois trucs à raconter, quoi. Donc, ouais. mais je recommande vraiment ce livre qui est vraiment super, quoi. Donc, si vous avez des notions d'anglais et que vous êtes fan des Lakers ou même juste fan de NBA, ben en fait, allez-y, foncez, quoi. Ouais, puis la lecture en anglais, tu vois, je pense que moi j'ai un niveau assez intermédiaire, mais finalement quand tu captes, 75-80 des mots d'une phrase, tu arrives à suivre le fil et puis, ça permet d'enrichir son vocabulaire en plus donc, Exactement, exactement. franchement, j'ai lu le livre sur Pete Maravich. Je me rappelle plus du titre. Alors désolé J'ai pas pour lu tous nos f celui-là. hein, désolé à Mais tous nos fans de NFL, on est très NBA pour l'instant, mais ouais, forcément, on a cette influence ici. Du coup, on va enchaîner. Question, beaucoup plus légère qui fait beaucoup moins appel, à tes souvenirs. Quel est le sport que tu as jamais pratiqué de ta vie, mais que tu aimerais trop tester? Qui te fait envie, que ce soit pour des raisons, esthétiques, de défis, de euh, bah en fait, mine de rien, j'ai jamais fait du foot américain. Donc, OK, j'en ai jamais fait. Pourtant, j'ai touché à vraiment beaucoup de sports parce que j'ai fait une formation STAPS à l'université. Donc, en fait, donc STAPS, pour ceux qui connaissent pas, c'est la fac de sport, enfin, la formation licence ou master à l'université. Donc, en fait, où on touche un peu à tous les ouais, familles de sports, que ce soit collectif, individuel, sport de raquette, etc. Et bah, en fait, du foot américain, j'en ai jamais vraiment pratiqué, quoi. Et ni même du flag ou quoi. Donc, je pense que ça serait ça, en fait. J'ai jamais eu, en fait, vraiment forcément l'envie de faire du foot américain, même si j'adore le foot US et j'adore ouais, courir le foot US, etc. Mais jouer au foot US pour l'instant, ça m'a jamais vraiment. Enfin, ça m'a jamais trop. Parce que bon, c'est quand même un sport qui est assez spécial dans la pratique, je trouve. ouais, Mais ouais. du coup, ça, ouais, j'ai jamais pu tester, mais si c'est vraiment quelque chose, un sport que je voudrais prochainement peut-être plus voir un peu comment, voilà, qu'est-ce que ça fait de jouer au foot américain, bah, ça serait ça, quoi. Ouais, tu l'as dit, c'est un sport, ultra particulier. Je suis un peu du même avis que toi. Je pense que, tu vois, même aux États-Unis, quand tu es un gamin et que tu vois les mecs, tu as envie d'être, quarterback, receveur, peut-être running Ouais. back, tu as envie de toucher au ballon. Ouais, Imagine-toi, d'être lineman, quoi. ouais, tu vois, tu vas franchement, tu vas dans un club de foot américain, on te dit: «Écoute, tu es tackle droit». Je sais pas si tu t'amuses. Ça se trouve, oui, ça se trouve, c'est très technique, il y a plein de subtilités, mais tu vois, Mm. même quand tu regardes du foot US, ce qui te fait te lever, c'est un catch de malade sur 2 joueurs. C'est très rarement le bloc, même quand il est bien posé et même quand tu as l'œil pour le repérer, ça te fait moins Absolument. vibrer, quoi. Et même, ouais, je pense que bah, les gamins aux États-Unis, comme tu dis, je pense, ils sont peut-être plus amenés vers des sports comme le basket ou même le soccer, hein. Je Ouais, pense qu'ils évoluent pas mal parce qu'il y a aussi cette notion, comme dit, dans le foot américain, c'est très spécialisé, ouais, etc. Voilà, il y a des postes qui sont pas forcément fun et tout, et pour des gamins, c'est peut-être pas le mieux, quoi. Donc, ouais. ouais. Même au basket, du coup, on en a parlé un peu en off lors de nos premières discussions, mais c'est vrai que là où au foot US, même un QB par exemple, il joue qu'en attaque, tu le juges que sur ce qu'il fait là. Tu as d'autres sports où tu es autant en attaque qu'en défense et c'est vrai Mhm. que en tout cas, de notre point de vue,
d'Européens, je pense qu'on voit le sport un peu comme quelque chose où on n'est pas dans le spécifique, quoi. C'est Bon, ça, c'est on aura ça. l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus tard. Est-ce que tu as un film de sport que tu pourrais regarder en boucle, hein, où à chaque fois que tu le regardes, toujours il t'arrache le petit sourire ou il te met le petit frisson Bah, il y a Remember the Titans, Ok, avec Denzel Washington, du coup, qui m'avait bien marqué et que j'ai regardé peut-être enfin, à plusieurs reprises. Et après, moi, je suis plus documentaire de sport que film, en fait. ok. Donc, Pareil, tous bah écoute, les deux. enchaînons. Le documentaire que tu as le plus apprécié? Bah, il y a eu The Last Dance Ouais, récemment, évidemment, que tout le monde connaît, je pense, Andy Party, tout ça, qui était vraiment super. Comme autre documentaire, et aussi le documentaire, souvent c'est la série ESPN 30, Sully for ouais. Sully, pour ceux qui connaissent. Euh, Il y en a pas mal sur le foot américain d'ailleurs aussi. D'ailleurs, j'ai pu voir celui sur les Miami Hurricanes. Donc là, c'est de la NCAA du coup, mais Ouais. que les Hurricanes des années 80, qui était une équipe vraiment marquante de l'époque. Et c'est en deux parties, je crois. Et pareil, c'est un super docu pour ceux qui s'intéressent un peu au foot universitaire. Il y a eu aussi le documentaire sur Dennis Rodman, pareil, d'ESPN, Ah, quel qui est personnage. sorti, qui est sorti, il est assez récent, je crois. Mais Dennis Rodman, évidemment, personnage très atypique et très intéressant du coup. Et donc voilà. Après, il y en a, voilà, j'en ai vu pas mal quand même des reportages. Il y en a même sur YouTube hein, qui ont été mis Hmm. en entier. Donc pour ceux qui veulent voir. Donc Ouais. Bah là, ça va être une mine d'or pour vous, que vous soyez fan de NFL, de NBA ou même d'autres disciplines qui seront bientôt en pause. Mais là, on va arriver sur le creux, en tout cas pour ceux qui aiment le foot américain et la NBA, où il y aura bientôt plus de matchs, hein. Globalement, la NBA, dans 3 semaines, on est au bout, selon comment se passeront les finales. Donc vous allez avoir à ce plein point, de temps. Ouais, ça pourrait aller même plus vite, mais on va pas faire un débat NBA ici. non, non. Et ouais, honnêtement, il y a plein de très bons documentaires, que vous soyez fan NBA ou comme on disait, NFL, série ESPN, et puis même taper documentaire sport. Franchement, si vous avez des plateformes, encore plus de choix, mais rien que YouTube, vous avez de quoi épuiser ça en regardant un par jour, quoi. On va continuer. Je vais te demander ton commentateur ou consultant sportif préféré. Mon consultant sportif préféré. Celui que tu dis toujours, putain, lui, qu'est-ce qu'il est pertinent ou ok, ouais, il explique bien les choses, quoi. J'aime bien Doris Burke, Ouais, qui commente NBA, NBA aussi, ouais. euh, pareil pour ESPN, qui est toujours très pertinente dans ses analyses et qui n'hésite pas à aller plus loin. Même, Mm. je me rappelle d'une anecdote quand elle parlait de Ben Simmons lors d'un match Nets Sixers il n'y a pas très longtemps, où elle disait bah, Ben Simmons, il est passé de All-Star à role-player, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc en Ouais, fait, voilà, c'est pas scripté, voilà, je la trouve toujours très pertinente. Après, bon, évidemment, Mike Breen, aussi en NBA, qui du coup lui fait du play-by-play, mais avec ses bangs après les 3 points, voilà, ça met toujours une belle ambiance, quoi. Et puis après en NFL, ben, Tony Romo, ouais, Tony qui est quand même Romo. hyper pertinent. Et bon, le problème avec Tony Romo, c'est qu'il annonce tous les jeux avant, donc il n'y a plus de suspense en fait. C'est ce que j'allais dire. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui n'auraient pas Ouais. la référence, c'est l'ancien quarterback des Cowboys qui est assez clairvoyant. Quand vous le voyez commenter 9 fois sur 10, il sait l'action qui va se passer. Il arrive. Bah, c'était un peu lié à son poste de quarterback, mais du coup, il arrive à lire les appels de jeu, à lire les défenses et à comprendre ce qui peut se passer. C'est impressionnant. Et j'ai envie de dire, il est d'autant plus intelligent qu'il a su s'arrêter quand il a vu Dak Prescott arriver. Il n'a pas forcé. Je trouve que ça fait partie de ces Ouais. sportifs qui ont une belle sortie, tu vois. Ouais, et puis après, Tony Romo,
il a beaucoup été critiqué parce qu'il jouait pas forcément ses meilleurs matchs dans les grands matchs, etc. Mais bon, ça a quand même été un quarterback très, très, très solide. Donc, je pense qu'il faut pas l'oublier, quoi. Et ça se voit même aujourd'hui en tant que commentateur, quoi. Ouais, bah Donc, dans sa manière d'analyser les défenses, etc. Donc, ouais. ce sera mon petit tacle du jour, mais j'ai envie de dire, c'est un point commun des QB des Cowboys, ça, de pas être très bon dans les grands matchs. Mais bon, pas me fâcher avec une nouvelle fanbase. On va enchaîner, je vais te demander l'événement sportif ou le match qui t'a procuré le plus d'émotions, celui où vraiment tu as perdu tout sens commun quand tu étais devant. Tu veux dire que j'ai assisté, auquel j'ai assisté? Ouais, que c'était dans le stade ou devant la télé d'ailleurs, hein. Parfois, on a nos meilleures émotions devant les écrans, donc vraiment l'événement sportif où, tu vois, est-ce que c'est les chutes de Ray Allen contre les Spurs? Est-ce que c'est Alors, disons que l'événement auquel j'ai pu assister qui m'a le plus marqué, c'est j'ai pu aller au Super Bowl en février dernier, donc pour ta jeune OK, actu. génial. Donc évidemment, le Super Bowl, c'est quand même enfin, voilà, un événement à part si on a la chance d'y aller, quoi. Donc là, il y a pas photo. C'était vraiment une superbe expérience pour moi. Donc il y a eu le Super Bowl. Et puis après, en termes d'émotions procurées, il y en a eu pas mal avec l'équipe de France de foot, Ouais. enfin de soccer, disons. Soit évidemment les finales de Coupe du Monde, etc. Je me rappelle notamment de 2006, qui est mon pire souvenir de sport, par contre. Ouais, je suis pas loin d'être d'accord avec toi. La C'est, finale de 2006 m'a brisé le cœur. ouais. J'étais en larmes après le match et tout, c'était terrible. Mais après, ouais, voilà, c'est souvent 2006 qui revient, même si du coup, là, c'est un souvenir douloureux. Et puis évidemment, en basket, il y en a eu plein, les finales 2013, les finales 2016 aussi, Game 7 avec Cleveland. Pareil, en traumatisme, le France-Grèce. Ah, je l'avais pas vu en direct, celui-là, OK. mais, c'est... mais ouais, c'est plus ces matchs-là, ouais, qui m'ont vraiment marqué. Ouais, c'est intéressant le point que tu soulignes. J'ai aussi cette impression que les souvenirs douloureux restent, plus facilement ancrés Ouais, que les bons souvenirs en matière de sport, tu vois? ouais bah, parfois, ça a vraiment du mal à passer, hein. 2006, ça a pris du temps à passer. Mais bon, on a eu la Ouais, deuxième étoile en 2018, donc ça va. Mais je c'est pense ça. que avec l'affaire, enfin, avec Zidane, la retraite et tout, c'était trop, en fait. Ouais, il y a eu Le- l'enchaînement, la pire sortie possible, enfin, on est c'était passé du scénario parfait mmh. avec la Panenka, la potentielle victoire, la sortie de Zidane et tout, au carton rouge et la défaite. Donc en fait, c'était un ascenseur émotionnel assez terrible finalement. Puis c'est un tout, à l'époque, c'était diffusé sur TF1, tu avais les commentaires de Thierry Gilardi avec, Ah qui oui, c'est probablement une des phrases qui est le plus restée dans l'histoire des ouais, commentaires sportifs, enfin, ouais, pas ça. je Non, te rejoins. pas après tout ce que tu as fait. Ah Ah ouais, ça, non, c'est le genre de truc qui reste pour tous ceux qui l'ont vu et puis, ouais. bah, pour les plus jeunes d'entre nous, hésitez pas, en 2006, j'ai envie de dire, il y en a qui si tu as 17 ans, tu es né cette année-là, donc voilà, s'il y a des jeunes adultes qui nous écoutent, allez voir sur YouTube, ça y est aussi. Ouais. Allez, beaucoup plus léger, est-ce qu'il y a un jeu vidéo de sport, mais tu as saigné, sur lequel tu aurais passé des heures dessus? Ouais. Alors, il y avait Pro Evolution Soccer 4 ou Ah 5, je ouais. sais plus, un des deux, où ouais, j'ai geeké comme un. Ouais. À l'époque, du coup, c'était 2005 par là, je crois que c'est sorti. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, il y avait la Ligue des Masters. Et la Ligue des Masters, j'ai dû la pousser jusqu'en, je sais pas, 2017-2018 par là. À l'époque, du Ah coup, oui, ça faisait OK. 12 saisons, quoi. Donc, Ouais, sur un jeu comme ça, c'est énorme, hein. ouais, ouais. Et dans la même veine un peu, il y avait Football Manager parce que moi, à l'époque, j'étais d'abord fan de foot. Donc, Football Ouais. Manager, pareil, j'ai fait des saisons et des saisons. Et puis, quand j'ai plus basculé dans le basket, bah, il y avait d'abord NBA Live où j'ai beaucoup joué, donc époque 2003, 2004, 2005, et puis NBA 2K ensuite, quoi. Mmh. Et puis du coup, après, j'ai fait du Madden partir de plus vers 2007, par là, où j'ai pas mal joué Madden aussi. Et ouais, c'était plus un peu par période, finalement. Ouais, je vais m'excuser pour tous les moins de 30 ans, tu as cité Pro Evolution Soccer après avoir parlé de la coupe du monde 2006.
Je pense on a perdu une partie du public. Discussion d'anciens. On est en mode nostalgie. Ouais, non, mais Pro Evolution Soccer, ouais, clairement. NBA Live, c'est le premier jeu de basket auquel j'ai joué de mon côté. NBA Live 2001. Moi aussi, c'était 2003 et qu'il y avait Jason Kidd sur la couve. Aujourd'hui, il est sur le banc des Mavs. Donc, Ouais, ouais, c'est un peu une autre époque, quoi. Mais non, ça, c'était une c'est. belle époque, en tout cas. Dans tous les sports, c'est le coup de vieux que tu prends. C'est quand tous les mecs que tu as suivis quand tu étais jeune, ils sont coachs maintenant. Et ça, Oh c'est le là cas dans là. tous les sports. Et ça met une petite gifle. Exactement, exactement. Allez, je vais te demander maintenant le sportif que tu aimerais interviewer. Si tu pouvais choisir, on te dit, tu peux choisir n'importe lequel. Dans tous ceux qui sont actifs ou retraités, une interview, on te l'amène devant toi. Qui est-ce que tu choisis? Euh, J'aimerais bien parler basket avec Kevin Durant. Ouais, 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 d'accord. Parce que bon, enfin, on peut dire beaucoup de choses sur KD, mais bon, je veux dire, en termes de basket, dans sa façon aussi d'approcher le basket, etc. Et c'est vraiment un puriste du jeu, je trouve. Hmm, C'est un de mes joueurs favoris. Et puis, ouais, j'aimerais bien voilà, une petite demi-heure avec Kevin Durant à parler de basket. Je ouais, pense que ouais, c'est plutôt intéressant. ouais, encore une fois, désolé pour les fans de NFL, mais Durant, c'est la maîtrise des fondamentaux d'un sport poussé à l'extrême, je trouve. C'est incroyable. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. C'est en termes ouais, de fondamentaux et juste de maîtrise individuelle du jeu, en fait, bah, c'est assez l'eau du panier, quoi. Et puis même ouais, sa vision du jeu, etc. Hmm, C'est quelqu'un qui, voilà, qui a toujours voulu un peu, comment dire, aussi explorer d'autres facettes de son propre jeu. Et ouais, bon, beaucoup de critiques pour sa façon voilà, de changer d'équipe, etc. Ce que je peux comprendre, mais c'est aussi quelqu'un qui a voulu repousser ses limites individuelles en termes juste de skills et tout. Donc, non, vraiment, avec Kevin Durant, j'aimerais bien parler basket avec lui. Donc, ouais. Voilà, bah, si tu as une demi-heure avec lui, il faudra juste lui demander de pas troller pendant une demi-heure, quoi. exactement, ouais, c'est ça. D'ailleurs, là, il est en France, hein. Je Ouais, sais j'ai pas si vous vu. savez. Donc, il était à Monaco pour le match hier de playoff entre Monaco et Strasbourg. Et je crois qu'il sera à Paris, enfin, pour le match, potentiel dernier match de Victor Wembanyama ce soir contre Cholet, le Game 3 des playoffs. Je crois qu'il sera là-bas aussi. Donc, malheureusement, moi, Intéressant. j'y serai pas, mais Pas la première fois qu'il vient en France pour voir jouer Mike James, notamment, qui a été son c'est coéquipier ça. chez les Nets et qui est un grand ami à lui. Ouais. Personnage, à mon avis, ultra intéressant si vous êtes fan de basket dans l'analyse du jeu. Et si tu devais donner un joueur NFL? Alors, un joueur NFL. Hmm. Un joueur NFL. Ça peut être actuel ou Ouais, ancien. Enfin, actuel, ouais. Là, si je dis Antonio Brown, ça va ou pas? honnêtement, why not? J'ai envie de dire, nous, ici, on a aucun tabou. Donc, pareil pour ceux qui suivraient Non. la NFL depuis pas très longtemps, receveur comme fraîchement retraité, ça date d'il y a quoi? Son dernier match il y a 3 ans, 2 ans, 3 ans. Antonio Brown, bah ouais, bah depuis qu'il a un peu pété les plombs avec les Buccaneers, c'était la saison 2000. Je crois que c'était la précédente, pas celle-ci, mais je crois la Ouais, précédente. 2020-2021, sur le début de saison, quelque chose comme ça. Ouais. Mais qui a été un receveur exceptionnel, hein, très clairement. Et c'est plus la partie comportementale Ouais. qui pose Ouais. souci. Mais... Mais je Ok, pense, ouais. ouais. Intéressant. T'aimes Il est bien les parfois personnages un peu difficile à suivre clivants, quand hein. même. Donc, je troll un peu, mais non. Mais bon, ouais, Antonio Brown. Je pense pas qu'on le reverra en NFL par contre, Non, mais non, non, je pense je pas crois non qu'il plus. fait de la. J'ai vu récemment, C'est du il va MMA, faire un non? match, je sais plus de quoi, mais dans une ligue. Enfin bref. Et ouais, Tout c'est sauf du dommage foot pour lui, US. hein, un peu un gâchis quand même. Enfin, pas un gâchis dans le sens. Oui, il a quand même une belle carrière. Voilà, il a maximisé, je pense, ses skills. Enfin, c'est quand même un sixième tour de draft, je crois, Antonio Brown. Donc en fait, on voit pas beaucoup forcément qu'ils deviennent des receveurs All-Pro comme lui. Voilà, il était vraiment exceptionnel. Mais ouais, évidemment, après, sa carrière a bien déraillé, quoi.
Il y a que chez les Steelers que ça marche. Ils vont chercher un receveur n'importe où. Tous les ans, ils en ont un qui fonctionne bien. Écoute, on va continuer sur les avis clivants. Est-ce que tu préfères marquer un shoot au buzzer du game set des finales ou mener le drive de la victoire au Super Bowl? J'ai Elle est pas presque envie de dire facile. le drive au Super Bowl. Parce que, Ok, parce qu'en fait, c'est pas qu'une action finalement. C'est une ouais, succession d'actions. Et alors autant, évidemment, le buzzer au Game 7, sur le coup, c'est un énorme, c'est une énorme action, quoi. Mais le drive dans son intégralité, où tu commences par exemple sur tes 15 yards et ouais, il faut que tu affrontes la défense sur, je sais pas, 10 ou 12 jeux pour arriver au bout, en fait, ça montre une, un sang-froid dans les prises de décision quand même qui est assez exceptionnel, quoi. Donc, ouais. je dirais le drive en fait du Super Bowl. Ouais, 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 vu comme ça, je suis assez d'accord. Puis bon, ça fait une compilation YouTube plus sympa, le drive qui dure 10 minutes avec les temps morts contre 1 minute 30 Ouais. pour ton shoot et les ralentis. Et du coup, c'est pas, voilà, on pourra pas dire que c'est lié au hasard en fait. Ouais. Ça veut dire que tu as mené un drive au bout du début à la fin. Alors que bon, le shoot au buzzer, même s'il faut le mettre, en fait, ça peut arriver à tout le monde, hein. Tout le monde peut mettre un Ouais. shoot au buzzer Là, tu avec jettes la le ballon en planche. l'air. Ouais, voilà, tu jettes la balle en l'air vers le panier et puis alléluia, quoi. Voilà. Alors que le drive, ouais, c'est très méthodique, c'est très, voilà, il faut pas, faut résister à la pression, etc. Il faut bien analyser les défenses dans un moment qui est quand même crucial. Donc, où en fait, où la moindre mauvaise décision, en fait, ça peut te, Ouais, ouais, parce qu'en fait, tu as du temps pour réfléchir, ce qui n'est pas forcément toujours la meilleure chose. Alors que quand tu as un shoot au buzzer à prendre, tu réfléchis pas. En fait, tu vas prendre ton shoot et si ça rentre, c'est super. Si ça rentre pas, bon, ça rentre pas, quoi. Mais le drive, ouais, je pense que c'est le drive, en fait. ok, ouais, c'est intéressant comme avis. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, hein. Moi, cette question-là, quand je l'ai rédigée, je me suis posé la question longtemps. Je me suis dit, putain, c'est vrai que les deux sont assez prestigieux. Qu'est-ce que je fais, quoi? Bah ouais, carrément, carrément. Allez, il nous reste 2 questions sur cette première partie. Je vais te demander, le plus beau stade ou la plus belle salle de sport pour toi? Alors, Madison Square Garden, je dirais. OK, Bon, c'est en termes de salle, disons, Madison Square Garden, c'est quand même, comme on dit, la Mecque du basket. Donc, il y a tellement d'histoires dans cette salle et ouais, de grands moments et une atmosphère quand même assez spécifique. Donc, donc je dirais le Madison Square Garden en termes de salle. Et en termes de stade, bon là, pour le coup, pour la NFL, je dirais Lambeau Field. Donc, pareil, on sent tout de suite qu'il y a une atmosphère. J'ai jamais eu ouais, la chance d'y aller, mais bon, il y a quand même, on sent qu'il y a une atmosphère spéciale et c'est ouais, c'est un stade. Moi, j'adore voir les matchs à Lambeau Field, même sur derrière mon écran, en fait. C'est ouais, euh, c'est vraiment super. Et j'aime bien aussi le Superdome de la Nouvelle-Orléans. Stade fermé, du coup, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les stades fermés, mais pareil, l'histoire du Superdome avec l'ouragan Katrina, et l'ouragan, etc. ouais. de l'époque, un peu le symbole de la renaissance de la ville et tout, en fait, Mmh. ça m'a toujours un peu marqué. Donc, et puis même de l'extérieur, quand on regarde le Superdome, voilà, ça se voit, enfin, c'est un dôme, mais voilà, c'est Ah moi visuellement aussi, ça marque, quoi, je trouve. ouais. Donc, Perso, moi, je suis convaincu, je suis un grand fan des stades fermés, genre, ah, une composante aléatoire comme le vent. Écoute, OK, on peut prendre du plaisir, se dire, «Ouais, tel QB, il s'en est bien sorti dans cette situation et tout», mais moi, en vrai, plus les athlètes, ils sont dans des bonnes conditions pour jouer, mieux c'est. Même si j'ai envie de dire, ça peut retirer un peu de storytelling, nin nin, comme, plein d'époques de finale NBA, au Boston Garden où voilà, il faisait 35 et les mecs, étaient en sueur au bout de 3 minutes de jeu. OK, c'est bien pour le et storytelling, mais est-ce que c'est bien un pour le arbitre, quand basket? même, qui est tombé dans les pommes à la mi-temps, hein, je rappelle, dans ce Ouais, match-là. Mais bah, après, je trouve les conditions météo, même si je suis pas forcément fan, quand il y a, par exemple, un match qui se joue vraiment sous la neige, où il y a beaucoup de neige, voilà, où c'est difficile. Je trouve quand même que ça rajoute quelque chose, des paramètres en plus qui peuvent être intéressants quand même ouais. dans les match-ups finalement. Pour les équipes qui sont plus à la passe, plus à la course, ils jouent dans le froid, dans le chaud, etc. Donc,
Ouais, il y a, il Voilà, y a quand même l'aspect tactique du football qui te permet, enfin, qui t'oblige à plutôt, quand il y a des éléments comme ça, à ouvrir ton cahier de jeu, c'est à ça. savoir où est-ce que Ouais, tu à vas s'adapter appuyer, surtout. comment. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Dernière question de cette première partie découverte. Tom Brady, Michael Jordan, si tu devais garder une carrière des 2, laquelle tu préfères? Jordan. OK, Jordan, parce que, évidemment, il y a tout ce qui est bah, les 6 titres, les MVP, enfin tout le palmarès de Jojo qu'on connaît. Mais il y a aussi, en fait, la trajectoire de la carrière, en fait. Parce que, évidemment, il vient en 84, il bute sur Détroit plusieurs fois avant d'arriver au sommet où il est intouchable, en fait, entre 91 et 93. Il y a l'arrêt des 2 saisons, enfin une saison et demie pour le baseball avec la mort de son père, etc. Et ensuite, il y a le retour pour faire un deuxième sweep hit, ce qui est quand même absolument incroyable. Je pense pas qu'on se rend compte. Ouais, en faire 2, c'est énorme. Parce qu'un sweep hit en NBA, déjà, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ouais. Alors en faire deux avec, entre-temps, une retraite de 18 mois, on est quand même sur du all-time en matière ouais, de performance, quoi. Donc, Bah, non, c'est. faites un parallèle simple, hein. Imaginez Mahomes gagner 3 Super Bowls, partir 2 ans, revenir, regagner 3 Super Bowls. Voilà. Ouais. Après, comme dit, on gagner 3 Super Bowls de suite en NFL, c'est plus dur, je pense, qu'en NBA. Parce qu'il y a, disons que Ouais, c'est, comme il y a moins de matchs, etc., il y a beaucoup plus enfin, et que les playoffs, c'est sur un match, en fait, c'est ouais, plus compliqué, je pense, de faire 3 Super Bowls de suite. Mais même en NBA, trois titres de suite, le faire 2 fois avec un arrêt entre-temps, sans oublier la fin avec le shoot et tout. En fait, c'est du storytelling à l'état. Enfin, c'est presque trop, quoi. Et, ouais, ouais. bah, après, Brady, c'est ouais, c'est différent parce que Brady, bah, Brady, c'est presque c'est. plus comparable à un LeBron, en fait. C'est dans la Ouais, voilà. longévité. Je suis assez d'accord avec ça parce que bah, c'est la longévité, c'est une constance incroyable, quoi. Et dans l'excellence. Et donc en fait, même si c'est exceptionnel en soi aussi, du coup, il y a un peu moins de péripéties, je trouve. Et j'aime bien les péripéties, donc. Ouais, ouais, on voit ça. Je pense que pour écrire un livre, faut aimer les belles histoires. Exactement. Allez, justement, je vais enchaîner. On va passer à une deuxième partie, plus centrée sur ton actualité, des avis que tu as sur le secteur. Bah, je vais te commencer par te demander de me raconter bah, l'aventure de l'écriture de ton livre. D'où t'est venue l'idée, comment s'organisait ton travail, et puis là, une fois qu'il est sorti, comment ça se passe de faire la promo. Voilà, raconte justement l'histoire de la création de ce petit bébé de livre. Alors, l'envie d'écrire un livre, comme j'ai pu dire avant, c'est déjà ça m'est venu par la lecture ben, d'autres livres. Parce que voilà, ça. Moi, en tant que lecteur, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et aussi, ben, en fait, de me plonger dans des univers fait, de telle ou telle période, telle et telle époque, telle et telle équipe. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi l'expérience avec Trash Talk du livre orange, le grand livre orange du basket, le plus grand livre de basket de tous les temps sur le Trash Talk qui est sorti en 2020, et où j'ai pu du coup contribuer aussi en racontant certaines histoires qui sont dans ce livre, et qui m'ont donné aussi beaucoup envie bah, de me lancer ensuite dans un projet individuel, quoi. Parce que j'ai pu goûter un peu à ça, et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas écrire un livre sur une période ou une équipe qui t'a marqué. Donc, pour moi, c'était vraiment bah, les Eagles de Miami, début des années 2010. Et donc, comme en termes de contenu là-dessus, il y avait quand même beaucoup de choses à raconter. Je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer? Et puis, finalement, je me suis lancé. Pareil, c'était, bah, du coup, il y a à peu près 2 ans et demi. Et puis, j'ai pu faire ça en marge bah, de mon travail au quotidien sur Trash Talk, quoi. Et comment s'est organisé ton travail de recherche? Donc forcément, tu étais passionné par cette équipe, il y avait des choses que tu avais en tête, des anecdotes que tu avais pu entendre, mais Alors, tu allé trouver quelques anecdotes vraiment pas très connues, pas très connues du grand public, puis il a fallu agencer tout ça intellectuellement. Comment s'est construit voilà, ta réflexion sur le fil conducteur de ce livre? déjà, à la base, j'avais pas mal de connaissances sur cette équipe-là parce qu'à l'époque, donc 2010-2014, quand j'étais étudiant,
euh, j'ai beaucoup suivi cette équipe. En fait, j'étais devant les matchs enfin, toutes les nuits, etc. Donc, il y avait déjà beaucoup d'éléments en fait que j'avais en tête qui m'avaient marqué, en fait, que ce soit en termes de l'histoire de cette équipe-là, mais aussi voilà, des petites anecdotes que les gens ne connaissent peut-être pas forcément, quoi. Donc tout ça, déjà, j'avais voilà, des connaissances. Ensuite, j'ai fait évidemment un travail de recherche en fait du début de cette période-là jusqu'à la fin. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été écrites, etc., documentées là-dessus à l'époque, parce qu'en fait, c'était l'équipe qui était la plus suivie, peut-être Ouais, en termes de, ouais, c'était un peu la folie, quoi. Il y avait vraiment il y avait des journalistes qui étaient sur place, en fait, juste pour suivre cette équipe-là, en fait, ce qui n'arrivait jamais, hein. Enfin, des journalistes d'ESPN, en fait, qui sont nationaux à la base, et ouais, qui, en fait, voilà, ils ont été à Miami pendant 3 ou 4 ans juste pour suivre cette équipe-là. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de contenu et beaucoup ouais, d'articles, etc., qui ont été écrits là-dessus. Donc, moi, en plus de mes connaissances, je suis allé me documenter pour bien m'assurer d'avoir absolument tous les éléments de cette équipe-là. Et ensuite, il fallait organiser évidemment la structure du livre. Donc, j'ai structuré le livre un peu de deux façons. Déjà, chronologiquement, je pense que l'aspect chronologique est important pour cette équipe-là, dans la manière où elle s'est construite et comment elle a pu évoluer ensuite au fur et à mesure des années, parce que bah, quand on raconte la story d'une équipe, je pense que c'est difficile d'échapper à la chronologie, quoi. Donc, ouais, il y a eu ça. Mais pour pas que ça soit redondant non plus, j'ai aussi voulu faire des petits focus sur les personnages en fait qui font cette équipe-là, quoi. Donc de Pat Riley à Eric Spoelstra et LeBron, Wade Bosh et les différents joueurs en fait. Souvent il y a des histoires intéressantes dans l'histoire globale en fait. Et donc j'ai aussi voulu raconter ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai construit le livre. Et puis ensuite ouais, il fallait écrire, quoi. Écrire ouais. encore et encore. Donc, enfin, une fois qu'on a la structure, quand même, c'est plus facile parce qu'on sait où on va. Même si, ouais, parfois, il y a des blocages, on ne sait pas trop comment raconter telle ou telle anecdote ou quoi. Donc, mais non, ça c'est, voilà, il faut s'accrocher et puis au final, on y arrive, quoi. Ok. Et derrière, t'arrives au bout du script. Raconte un peu les coulisses de passage en impression, promotion. Comment s'orchestrent ces éléments-là? Là, déjà, une fois, nous, on a la chance, enfin, j'ai pu avoir la chance, enfin, comment dire, là, on est quand même en 2023, donc en fait, en termes de timing, déjà, c'était super parce que 2023-2013, donc 10 ans du dernier titre du Miami Heat, avec le shoot de Ray Allen en plus. Donc déjà, il y a un timing intéressant qui s'est... Mon timing qui a évidemment pas été choisi au hasard, mais le fait de pouvoir voilà, sortir ça là maintenant, je pense que ça avait du sens. Donc on a pu communiquer, comme vous avez pu le voir peut-être sur Twitter, avec Trash Talk notamment. On a pu communiquer du coup autour de la sortie du livre là, fin avril, début mai. Euh, Le fait aussi que là, on est en playoff, donc il y a aussi, en fait, certains engouements autour de la NBA Ouais, qui est là. Donc ça aussi, surtout que le Heat fait réalise un deux beau trois dingueries en parcours. playoff. Donc ça m'aide aussi beaucoup en termes de communication. Donc j'ai pas encore prévu de livre sur Jimmy Butler, mais peut-être que ça arrive si ça va au bout. Mais, euh, mais voilà, donc ça s'est un peu axé autour de ces deux éléments-là. Et puis même, on peut aussi retrouver sur le site de Trash Talk, pour ceux qui lisent, je fais souvent des petits retours en arrière, des petits flashbacks sur l'époque pour, euh, pour un peu amener les gens qui connaissaient pas forcément cette époque-là et tout, de leur dire, vous voyez, il y a un livre qui a été réalisé là-dessus, etc., quoi. Donc voilà. Ok. Écoute, c'est intéressant que tu parles de ça. Tu me fais presque une passe décisive pour ma prochaine question. Je voulais justement avoir ton avis sur la couverture de la NFL et de la NBA en France. Tu as la chance de travailler pour les
2 plus gros médias, j'ai envie de dire, qui couvrent ces 2 ligues, donc Trash Talk pour la NBA, Touchdown Actu pour la NFL. Quelles similitudes et différences tu vois, ouais, dans la couverture des 2 ligues, même dans la façon dont tu, racontes les histoires autour de ça? Alors, bah, déjà la NBA et la NFL, déjà la NFL, comment dire, c'est une ligue qui est déjà moins, évidemment, elle est moins médiatisée en France Ouais, que la NBA pour différentes raisons. Enfin, je pense que c'est un sport qui est plus, un peu plus confidentiel entre guillemets pour nous. Enfin, pour nous, quand je dis pour nous, c'est en oui, France en pour nous général. Français, ouais. Le basket en France, ça a une petite place quand même. Le foot américain, c'est un peu plus compliqué, je pense, d'accès Mmh, pour, euh, pour les fans de sport, dans le sens aussi où c'est un sport qui est il n'est pas continu, en ouais, fait. Il c'est y a par beaucoup phase. d'arrêts de jeu, il y a beaucoup, voilà, il y a des phases, il y a l'attaque, la défense. Je pense que ça peut être un frein, peut-être, Mmh, par exemple, aux fans français qui sont peut-être habitués à la base au soccer, où ça ouais, joue pendant 90 minutes, où voilà, c'est un jeu un peu total, si on peut dire. Peut-être que ça, c'est peut-être l'une des raisons qui explique pourquoi la NFL est plus difficilement, enfin, plus difficile, enfin, en termes de suivi, en fait, c'est peut-être plus compliqué. Et puis, après, en termes comment dire, de couverture, ben moi, la NFL, en fait, je la couvre plus moi, sur Tajana Actu, je suis plus sur des résumés de matchs. Je fais ouais. plus que du résumé de match le dimanche soir, etc., pour retranscrire ce qui s'est passé. Et, alors que évidemment, sur Trash Talk, bah, j'essaie de couvrir enfin, toute l'actu NBA le mieux possible, quoi. Donc, voilà, c'est différent pour moi, déjà en termes de job. Donc, Mmh. voilà. Est-ce que tu as l'impression que, sur la NFL, on parle pas assez d'histoire, que ça pourrait être un levier pour intéresser les gens? Tu vois, j'ai Je pense que c'est l'impression, une porte d'entrée, ouais. ouais, C'est OK. peut-être une porte d'entrée plus que. Bah, évidemment, il y a les matchs, etc., fait, qui sont la porte d'entrée principale, etc. Mais ouais, je pense que raconter des histoires, et même c'est pareil peut-être dans d'autres sports aussi, hein, le fait de raconter des histoires autour d'un joueur ou d'une équipe ou des époques, etc., je pense que ça peut peut-être plus parler aux gens, en fait, Mmh, que de parler, par exemple, tactique, etc., surtout au foot américain, où, en fait, même si, évidemment, quand on essaie d'initier quelqu'un au foot américain, on va lui expliquer les règles, etc., donc c'est indispensable, mais je pense que ouais, le fait de raconter vraiment des histoires, comme nous on a voulu le faire pour le basket avec le livre orange, en fait, les mmh, gens, je pense, ils ont une connexion peut-être plus facile. OK. OK, ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, finalement, les portes d'entrée pour la NFL, il y en a pas tant que ça et ça mène à ma question d'après. Qu'est-ce qui manque le plus pour toi justement au foot US et même à la NFL pour que ça arrive en France? Tu vois, il y a un peu ce côté, le basket a toujours été un sport relativement populaire en France, mais Tony Parker en NBA, ça a complètement fait exploser Mm. ça. Est-ce qu'il faut une tête d'affiche? Est-ce que justement ça passe, comme on en parlait avant, par une couverture médiatique différente? Est-ce que finalement, si on veut faire venir le foot américain en France, ça passe par le flag et qui est peut-être plus accessible, qui est praticable dans les écoles et du coup tu le fais un peu rentrer dans les mœurs? Qu'est-ce que tu penses des leviers pour démocratiser le foot US en France? Bah, évidemment, l'un des leviers principaux, comme tu l'as dit, ouais, c'est avoir une tête d'affiche, parce que bah, on le voit, même que ce soit dans le basket ou dans le foot américain, en fait, quand il y a un Français, bah, c'est une énorme porte d'entrée. Quand il y a un Français qui est là et qui va jouer en NFL, et si en plus il a du succès en NFL, forcément, ça va suivre. Enfin, il y a plus de personnes qui vont suivre la NFL, c'est automatique en fait. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de grandes Ouais, figures, enfin, on n'a pas eu de grandes figures françaises en NFL, mais ça, oui, c'est quelque chose qui peut faire une grosse différence. Et puis, en termes de médiatisation, nous, bah, sur Ta Jeune Actu, on essaye évidemment voilà, de parler
différentes manières du foot américain, d'être assez ouvert et de, de ramener plus de gens en n'étant pas, enfin, comment dire, on va essayer de ne pas rester trop confidentiel non plus, quoi. Enfin, Ouais, je veux dire qu'on va parler de NFL et de foot US, on va pas parler forcément de tactique, slant, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a ça, et puis aussi, il y a des initiatives, je pense, qui sont importantes, même comme là, on peut voir la NFL qui passe tout le dimanche soir sur l'équipe ouais. en saison régulière avec un match. Je crois qu'il y a un match par soir le dimanche, Ouais, c'est le ça, match ils de ont 19h qui est diffusé. un match tête d'affiche, ouais. Donc le fait qu'il y ait un match qui passe sur une chaîne du coup gratuite tous les dimanches soirs, ça c'est très important aussi, je pense. À l'époque, il Mm. n'y avait que le Super Bowl. Là, il y a le Super Bowl plus des matchs le dimanche soir en saison régulière. Donc ça, c'est un bon levier aussi. Donc à voir si ça prend, quoi, si ça permet de faire évoluer. Et on est dans une ère quand même assez moderne où beaucoup de gens communiquent sur les réseaux sociaux, tout le monde parle un peu de sport. Pour toi, le partage de highlights ou ce genre d'éléments un peu spectaculaires, est-ce que ça peut suffire à un sport pour donner envie aux gens de venir ou tu vois, les gens qui trouvent une action belle vont se limiter à regarder quelques highlights et très peu vont creuser. Suffire, je pense pas, mais je pense que c'est important quand même, en fait, de mettre en avant le côté spectaculaire de ce sport-là, quoi. Mm. Parce que c'est un peu ce qui fait aussi la NFL, que la NFL est tellement suivie aux États-Unis, etc. En fait. Et évidemment, l'une des raisons, c'est le côté spectaculaire de ce sport-là que d'autres sports n'ont pas forcément, quoi. Et qu'il faut, je pense, mettre en avant. Après, comme dit, c'est un ensemble, je pense. Mm. Il y a vraiment différents leviers, comme tu as pu le dire, à mettre en avant. Et aujourd'hui en France, le foot US, c'est pas ancré dans la culture sportive, Ouais, pas pas du vraiment tout. ancré ça. Voilà, ça progresse, mais on peut pas dire que c'est ancré dans la culture sportive française, quoi. Et c'est aussi important, par exemple, d'avoir Paris qui va avoir une équipe c'est pour quelle ligue d'ailleurs? C'est la C'est pour Ligue la. européenne, c'est ELF, je crois, Voilà. le sigle. Donc ça aussi, ça passe aussi par là, quoi, d'implanter sur le territoire, voilà, une équipe comme à Paris, voilà, ça. Et potentiellement, si un jour, je pense que ça aussi c'est très important, c'est d'avoir un match Un NFL à match. Paris, quoi. Ouais, Je pense ouais, que c'est bah évident. Donc, ça se rapproche de plus en plus, hein. On a Londres, on a Francfort, genre là oui, même en voiture, t'es à 5 heures de pouvoir accéder à un match. C'est vrai que le jour où t'en auras un à Paris, je sais, ça a déjà été évoqué. Est-ce que ça va être dans les cartons dans pour les- quand? ouais, je pense que c'est l'un des potentiels tournants si on veut que la NFL se développe en France, c'est qu'il y ait un match qui arrive sur le territoire, quoi, parce que pour les gens, non seulement les fans NFL qui vont aller au match, évidemment, enfin, qui sont déjà fans et qui en fait n'ont pas besoin d'être Ouais, convaincus qu'ils seront là, mais je pense qu'il y a aussi une partie de la population qui va peut-être voir juste par intérêt qu'est-ce que c'est un match de foot américain. En fait, ces gens-là, peut-être que il y aura des initiés qui vont suivre, quoi, parce que l'ambiance, le côté spectaculaire, etc. En fait. Mais après, ça peut pas être forcément un one shot, quoi, si on peut dire, parce que ouais, si on a un événement comme ça, oui, sur le coup, il y aura le stade qui sera rempli, mais est-ce que derrière, ça va suivre? ouais, Voilà, ouais, non, c'est je suis assez d'accord avec toi. En plus, tout miser sur un événement, c'est aussi prendre le risque que si l'organisation est un peu moyenne, les gens soient juste déçus et s'arrêtent là-dessus. Enfin, les événements à voilà. Paris, on sait que c'est pas Ce serait pas toujours, la première fois. ouais, Ouais. voilà. Il y a aussi, ouais. Non, je voulais dire aussi qu'il y a souvent certains sports qui arrivent à progresser en France aussi, c'est lié à des résultats sportifs des équipes, Ouais, l'équipe de France, etc. Et en fait, les compétitions internationales en foot américain ne sont rarement, enfin, il y a l'équipe de France, etc. Il y a des compétitions, mais enfin, c'est pas couvert. par exemple, si on prend d'autres sports, le hand et tout, qui ont eu une génération, qui ont gagné plein de titres et qui ont aussi aidé à faire avancer le handball par exemple. Alors, le foot américain, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe finalement. Ouais. Il y a... Mais ça, c'est après il y a d'autres barrières là-dessus. J'ai presque envie de dire, le basket a la chance d'être ultra populaire, sinon les championnats du monde,
tout le monde s'en foutrait, surtout si les Américains venaient pas avec les titulaires, entre guillemets, quoi. Parce que finalement, le championnat du monde de foot US, t'as pas de joueurs NFL. Ouais, Et ça en fait un truc ultra confidentiel, vu que c'est ça. globalement, le foot américain, pour ceux qui suivent que la NFL, c'est donc énorme aux États-Unis, forcément. En Europe, c'est fort en Allemagne, c'est fort en Autriche, c'est fort en France, parce que tu as parlé de l'équipe de France de foot US. Depuis quelques années, elle a des résultats, même chez les jeunes. Enfin, Mhm. maintenant, en équipe nationale, ça arrive à concurrencer. Mais il n'y a aucune couverture de ces événements-là. Et pour une fois, c'est pas la faute que des médias français. Il y a un désintérêt pour les compétitions internationales de foot américain. C'est ça. Et du coup, en fait, tous les plus gros leviers, finalement, ne sont pas, Mm. enfin, ne sont pas vraiment utilisés, si je puis dire, pour le développement du foot américain en France. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Donc, mais bon, la NFL, on espère quand même, là, sur Tajana Actu et même tous les autres médias NFL qui veulent, qui couvrent la ligue et qui essaient de mettre tout ça en avant, bah voilà, faut continuer le travail, je pense. Et Ouais. ce sera jamais, je pense, à la hauteur du basket ou quoi, parce que c'est différent, c'est plus compliqué et tout, mais peut-être qu'il y a une petite place à se faire quand même dans le paysage. En tout cas, j'espère. Ouais, en fait, il y a tellement beaucoup plus de médias et de médiatisation de tout qu'il y a forcément de la place. On voit le biathlon, avant Martin Fourcade. Bon, il y avait un petit peu d'intérêt, mais sans plus. Fourcade et d'autres Français, même si c'était lui la tête d'affiche, ont fait que derrière, c'est devenu un rendez-vous sur la chaîne L'équipe et que même encore maintenant, après sa retraite, ça fonctionne. Parce qu'il a positionné ça sur la carte, un sport C'est qui ça. pourtant était pratiqué, entre guillemets, que dans des pays de nordiques ou encore bien plus montagneux que la France, quoi. Donc ouais, il y a de la place pour tout le monde. Écoute, Nico, on arrive au bout de cette interview. Je vais te demander tes projets à venir. Est-ce que tu nous réserves un autre livre? Tu vas passer au documentaire? Parle-nous un peu de ce Euh, que tu prévois pour la suite. un autre livre, il y en aura sûrement à l'avenir. J'ai pris goût, donc il y a Ok, peut-être, il y en aura peut-être, il y en aura sans doute d'autres, hein, je sais pas, on verra, mais c'est des projets comme ça qui pour moi me donnent envie, en tout cas, voilà, de poursuivre là-dedans. Et puis après, non, après c'est surtout continuer toujours ce que je fais là avec Trash Talk, etc. Et Tajan Actu, parce que voilà, c'est très enrichissant aussi de se dire qu'on participe en fait, ouais. à la démocratisation, que ce soit de la NFL ou de la NBA, même si la NBA, évidemment, c'est beaucoup plus populaire et tout, mais c'est toujours très, ouais, c'est très enrichissant de participer à ça, en fait, et de parler des sports américains sous différentes formes, etc. Moi, évidemment, un grand passionné de sport américain depuis une vingtaine d'années, donc le fait de pouvoir, ouais, participer, apporter ma pierre à l'édifice, c'est toujours, ouais, c'est toujours très enrichissant, donc voilà, continuer là-dedans. Ouais, il y a un côté très, très communautaire, donc ouais, c'est assez Absolument. cool. Écoute, je vais te demander ta, ta citation, punchline favorite préférée. C'était le seul devoir que je t'avais donné. Je te laisse la main. Ouais. Alors, il y en a une, c'est Rudy Gay, basketteur, ancien basketteur. Euh, c'était, je sais plus dans quelle équipe il jouait à l'époque, mais je sais que c'était dans un match contre Charlotte. Et en fait, donc les Charlotte Bobcats de la saison, ils ont sorti le pire bilan. Je crois qu'ils avaient gagné 7 matchs. Ah, c'est 2000. 2011-2012, je crois. Ouais. Ils ont sorti 7 matchs pour 54 défaites, un truc comme ça, quoi. Enfin, un truc dégueulasse. Et en fait, Rudy Gay, donc il jouait contre cette équipe-là à Charlotte et il s'est fait bâcher. Et du coup, le pivot lui dit Not in my house, not in my house, tu vois. Quand à la Dikembe Mutombo, en fait. Et, et, et Rudy Gay, il lui dit mec, vous avez perdu 30 matchs à domicile, c'est la maison de tout le monde, en fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est humiliant. Elle est énorme, celle-ci, en fait. Elle m'a toujours marqué, en fait. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup en termes de trash talking. C'est Ouais. l'historique dont on ne connaît pas forcément trop, mais
cette punchline, elle m'a toujours marqué. Ouais, je pense qu'elle a moins marqué les gens parce que finalement, trash talker une équipe nulle, c'est à portée de main de tout le monde. Ouais, ouais. Il y a Il peut-être y un en peu avait de une ça. autre, même, j'en ai une autre aussi. Je Vas-y, crois que bah, je c'est t'en prie. là, ouais, je suis lancé sur le trash talking. C'est c'est Jordan avec Peyton, Gary Payton, qui est Ouais, donc un peu le, euh, le visage, non seulement trash talk, mais du coup du trash talking, Gary Payton, donc les finales 96 entre les Bulls et les Sonics à l'époque. Et je crois que c'était au game, moi je sais plus exactement quel match, mais du coup Gary Payton, il avait pris Jordan en défense à partir du game 4, il me semble. Et il a fait un boulot plutôt honnête sur ouais. Jordan, même si Jordan a continué à faire ses stats et tout. Et il y a eu cette scène, il y a eu cette scène où je sais pas si tu vois, mais les deux se parlent, enfin, en mode trash talking à Chicago. Ouais, je Euh, vois très bien, Ils se ouais. rendent un peu coup pour coup. Alors l'anecdote là, je sais pas si c'était exactement sur cette scène-là, mais je crois que Peyton avait dit à Jordan, moi aussi je peux m'acheter des Ferrari et tout. Et en fait, Jordan, il répond, ouais, mais moi, on me les offre, les Ferrari. De toute façon, Jordan, c'était un des maîtres du trash talking. Et ben, lui et Gary Payton, Ouais. vous les mettez ensemble, en fait, ça donne des superbes anecdotes, quoi. Donc, non, non, Ouais, une des grosses c'était rivalités, un des rares joueurs qui a eu le droit au petit nom de Jordan Stopper, hein, vu que c'était rare les là, gens qui Gary arrivaient à le Payton, ralentir et Peyton était de c'est ceux-là. ouais. Ouais, référence défensive, évidemment, référence de trash talking, donc tout ce qu'on aime, quoi. Donc, Ouais. ouais. OK, voilà, vous en avez 2 pour le prix d'un et puis ça vous fait des histoires à découvrir ou redécouvrir, si c'est des éléments que vous n'aviez pas. Nicolas, merci beaucoup. On arrive, au terme de cette interview. Bah, vas-y, je te laisse faire, ta petite minute promotionnelle, tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on trouve ton livre? Comme ça, je te laisse conclure Alors là-dessus. le livre, vous pouvez le retrouver sur le site de la Fnac, évidemment, le site d'Amazon également, et dans toutes les bonnes librairies qui devraient l'avoir désormais. Donc, pas dur à trouver le livre. Et moi, personnellement, vous pouvez me suivre donc, sur Twitter principalement, donc hashtag Nicolas Michel, tout attaché, donc pas compliqué non plus. Donc voilà. Voilà, de toute façon, les gens pourront retrouver facilement ton Twitter puisque, bah, on le met dans nos tweets pour, annoncer l'épisode et le tweet qui ira avec, la sortie de cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Nicolas, hein, surtout si vous aimez les sports américains, vous serez très, très bien servis. N'hésitez pas à nous dire, en commentaire de la vidéo sur YouTube ou sur les plateformes si vous nous écoutez en podcast, ce que vous avez pensé de l'épisode. Qui est-ce que vous aimeriez voir éventuellement en invité? On se retrouvera, bah, très rapidement, probablement avec Alex pour un prochain épisode, puisque, la Game Zone était il y a pas si longtemps et la prochaine bye week n'aura lieu que le mois prochain. D'ici là, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football!